Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour parler d'une proposition de Valérie Ayer, je sais pas comment on prononce, Valérie Ayer, euh, désolé si je prononce mal. Euh, le plus important c'est qu'elle est députée européenne et elle va nous dire ce qu'elle propose de faire pour pouvoir financer le réarmement de l'Europe. Écoutez bien, c'est sur X. On a des défis qui sont colossaux sur la défense, sur la transition environnementale. Je vous ai donné des leviers au niveau européen, celui de l'emprunt en commun avec des subventions aux États. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est l'épargne populaire. Lancer un grand emprunt d'épargne populaire aujourd'hui en Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une sorte de livret. Alors, c'est un peu dommage parce que notre ministre de l'économie, je sais pas s'il va être là encore longtemps, mais en tout cas, Monsieur Lombard, pendant qu'il est là, il a dit non, je préfère pas faire de livret séparé. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle propose, faire un livret séparé, alimenté par quoi? C'est ça la question. On a 35 000 milliards d'euros d'épargne, dont 10 000 milliards sur les comptes. En France, c'est 4 000 milliards. 35 000 milliards, dont 10 000 milliards pardon, sur les comptes. Mais moi, je bégaye tellement les chiffres sont énormes. Mais là, en gros, on est bien d'accord qu'elle parle de l'épargne des Européens. Donc en fait, elle parle de votre épargne, mon épargne, votre livret A, votre PUA, votre compte titre. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle met dedans. À la limite, pourquoi pas même dire qu'on va hypothéquer votre baraque pour avoir du pognon. Enfin, c'est sans limite. 35 000 milliards d'euros en Europe. Il n'y a qu'à se servir. Donc il faut qu'on propose un produit inédit d'épargne populaire qui permettrait aux Français, aux Européens qui le souhaitent, d'aller soutenir les efforts en matière d'industrie de la défense. Ce serait inédit, assez complexe à mettre en œuvre, je le reconnais, mais véritablement, moi je pousse les institutions européennes et l'État et Bercy à regarder sur ce volet-là parce que ce serait du gagnant-gagnant. On irait soutenir une industrie en très forte croissance et ce serait un placement rentable et sûr pour les Européens et les épargnants. Alors, une industrie en très forte croissance, je sais pas où elle va chercher ça, parce que en France, il n'y a aucune industrie qui est en très, très forte croissance. Et a priori, c'est pareil en Europe, puisque notre voisin direct, l'Allemagne, pareil, l'industrie est en berne, voire même en chute libre. Donc, je sais pas d'où elle sort ça. Ce serait sans précédent. Bah, non, c'est pas vrai. Des livrets fléchés vers tel ou tel type d'investissement, ça existe déjà sur les critères ESG, par exemple, investir, voilà, selon des critères environnementaux ou sociaux, investir dans les TPE et les PME, etc. Donc non, ça existe déjà. Donc c'est pas un produit sans précédent. C'est un produit sans précédent. Pourquoi? Parce que c'est typé défense. Ok, peut-être. Typé industrie de la défense. Mais ce genre de livret, ça existe déjà. Mais à la limite, moi, c'est pas ce qui m'embête, c'est que elle fait un lien direct entre le fait que bon, on va créer un livret et derrière, ça va permettre, d'investir dans la défense et la réindustrialisation de l'Europe, notamment, on imagine, de la France. Moi, j'aimerais vous expliquer pourquoi en fait, c'est pas du tout aussi simple et pourquoi, à mon avis, eh bien, il y a anguille sous roche, ou plutôt, elle oublie un composant important qui est la façon dont fonctionne le business en Europe, dont fonctionne le marché européen, qui est une gigantesque blague quand on compare à nos amis américains ou chinois, puisque on a le libre marché complet. Ça veut dire que n'importe qui peut venir, sans contrepartie, vendre directement en Europe. Et les sociétés européennes, aussi bien que les États, sont obligés de respecter du coup les règles des marchés publics européens fixées par la Commission européenne. Et donc, par exemple, si vous avez une société indienne qui est la moins-disante, eh bien, on va acheter en Inde. C'est ce qui s'était passé, par exemple, pour le marché des cartes vitales. Si vous avez des sociétés qui sont moins-disantes aux États-Unis, eh bien, on va acheter aux États-Unis. C'est ce qui se passe beaucoup dans le secteur du cloud ou même, malheureusement, dans le secteur de la défense. Donc, le problème, c'est ça. Le problème, c'est le libre-échange et le fait que si on propose un livret dans lequel les Français vont aller mettre leurs économies pour épargner, quel que soit le taux, derrière, si ça sert à acheter du matériel américain, ça sert absolument à rien, en fait. Donc, pour vous donner un petit exemple,
Admettons, d'accord? On a Alice et Bob, d'accord? Qui sont de gentils épargnants, qui ont tous les deux des euros à mettre de côté. Et ils se disent, bah oui, effectivement, moi je veux investir dans la réindustrialisation par l'armement. J'y crois, à chaque fois qu'on fait la guerre, à chaque fois qu'on envoie des trucs qui explosent, ça marche du feu de Dieu, littéralement, et ça rapporte du pognon. La défense et l'armement, ça rapporte du pognon. Alors, alors j'ai passé mon argent sur ce nouveau livret défense, ou je sais pas comment ils vont l'appeler. Ils prennent leurs euros, ils le mettent sur le livret, le super livret défense. Voilà, on va l'appeler livret défense. Ce serait malvenu de l'appeler livret attaque, hein, même si en ce moment on a l'impression que c'est plutôt ça. Et après ce livret défense, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, en retour, ils espèrent avoir un rendement, hein, peut-être, je sais pas moi, 4% par an. D'accord? Et donc ils se disent, bon bah c'est cool, j'investis et je récupère 4% par an pour aider vraiment mon pays à se réarmer et à redevenir indépendant militairement. Sauf que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, l'argent qui va être mis sur ces livrets, eh bien, en fait, il va servir à quoi? Et quelles règles, en fait, vont devoir être suivies pour l'utiliser? Eh bien, si vous avez bien suivi, en fait, grâce aux règles, en fait, de l'Union européenne et au libre-échange, en fait, la France ou n'importe quel pays en fait de l'État, de l'Union européenne, la France, l'armée française, que ce soit la marine ou l'armée de l'air ou n'importe quel département de l'armée, d'accord, la DG, ainsi de suite, bah, elle va devoir passer des marchés publics pour aller se fournir en tanks, se fournir en missiles, se fournir en munitions quelconques, en équipement, en informatique et ainsi de suite. Et donc elle va passer par les marchés publics. Et quand elle va passer par les marchés publics, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien donc elle va émettre sur les marchés publics. Donc en France, hein, vous avez un site où vous pouvez lister tous les marchés publics accessibles. J'imagine que c'est pareil au niveau européen. Et donc elle va dire, bah voilà, je vais acheter des missiles, je vais acheter des avions. Alors des avions, j'espère pas, parce qu'on est censé quand même avoir nos propres rafales. Mais je vais acheter des munitions, je vais acheter des small arms, des fusils, des flingues, etc., etc., etc. Ou alors, je veux investir dans une usine. Je veux construire une usine pour faire des munitions. Je veux construire une usine pour faire de la pièce détachée, et ainsi de suite. Et donc pour ça, hop, elle va faire un appel sur les marchés pour savoir quelle entreprise en fait peut répondre à ses besoins. Et c'est là qu'est le problème, c'est que grâce à notre super politique de libre-échange, qui est garantie, hein, eh bien, par l'Europe, par l'Union européenne plus précisément, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les US, vous allez avoir l'Inde, vous allez avoir la Chine, vous allez avoir Israël, tout en fait, tous les gens qui font de l'armement vont aller dire, ah bah moi je vais aller répondre directement à ces appels d'offres, et la France, et ça c'est vraiment clé, il faut vraiment bien comprendre, hein, la France, mais c'est pareil pour n'importe quel État européen, la France n'a pas le droit de faire du favoritisme. Alors évidemment, j'ai oublié la France, mais les sociétés françaises aussi vont répondre à ces marchés publics, mais la France n'a pas le droit de faire du favoritisme envers les produits européens ou les produits français, même si sa défense effectivement, est un sujet de souveraineté et d'intérêt national, la France n'a pas le droit, elle doit respecter le sacro-saint libre marché, et donc, eh bien, elle va ouvrir ses portes à tous les autres pays, en ce compris ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, et qui pourront éventuellement remporter ces marchés. C'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui, les drones en France, hein, les drones qui font de la reconnaissance aérienne, par exemple, ce sont des drones Reaper. On a vu récemment un drone Reaper, hein, qui croise un jet russe, eh bien, ces drones Reaper, ils ont été achetés aux US, en l'occurrence. Et donc, même si les drones Reaper sont équipés, par exemple, hein, d'un bouton qui permet de les désactiver à distance, même si les drones Reaper font que
on est entièrement tributaire des Américains pour leur utilisation, eh bien, ça ne rentre pas en compte. Ça ne rentre pas en compte dans les règles du libre marché et du libre-échange. Et donc, eh bien, on a acheté des drones Reaper aux US. Et c'est là que Alice et Bob se font en fait carrément enfler. Parce que les 4% par an qu'on va leur donner sur leur livret, c'est bien gentil, ok? Mais la vérité, c'est que si jamais on se permettait de dire « Non, mais écoutez, moi, la défense, quand même, c'est un sujet extrêmement important et stratégique. Il en va de ma souveraineté nationale. Donc, je vais choisir uniquement des acteurs français ou des acteurs européens. » La grosse différence, c'est que immédiatement, ce qui se passerait, c'est que ce seront des sociétés européennes et des sociétés françaises qui vont avoir ces marchés. On parle aujourd'hui de 800 milliards d'euros. Ok, 800 milliards d'euros, c'est immense. D'accord? Donc la dette aujourd'hui de la France, c'est 3400 milliards d'euros. 800 milliards, d'accord? 4 à 8, 32, donc ça prend environ un quart de la dette française. Si on effaçait et qu'on conservait en fait ces marchés d'armement uniquement pour la France et l'Europe, et du coup, en plus d'avoir des armements, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait des boîtes européennes, si possible françaises, qui se développent. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle construirait des usines. Et elle les construirait en Europe. Et qu'est-ce qu'elle ferait pour faire tourner ces usines? Elle recruterait des gens. Et elle les recruterait où? Elle les recruterait pas à 10 000 km de là. Elle les recruterait en France ou en Europe. Et donc, en plus de son petit 4% par an, Alice et Bob, sur leur livret, ils obtiendraient des usines, des emplois et de la R&D. Puisque tout ça, effectivement, on l'a pas dit, mais développer des armes, aujourd'hui, généralement les armes sont complexes, elles demandent beaucoup de R&D, tant dans le matériel que le logiciel, et donc ça veut dire qu'il y aurait de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle, et tout ça, ça appartiendrait à des boîtes européennes. Donc la question, c'est pas un livret défense ou pas, à la limite, on s'en fout, en fait, de la façon dont c'est fait. Si derrière, ça veut dire que la France ou l'Europe continue à s'approvisionner en dehors de l'Europe, et que même pour l'intérêt national, et même pour la défense nationale, des États séparément, ou de l'Europe dans son ensemble, on continue finalement à acheter à l'étranger, eh bien, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Voilà, c'est juste une façon, en fait, de prendre l'épargne de Alice et Bob, et de la filer, par exemple, à Oncle Sam. Donc je sais pas pour vous, mais moi ça me tente pas du tout. Leur livret défense, tant qu'il n'est pas fléché, et tant qu'il n'y a pas, au niveau de l'Union européenne, une exception, au moins sur la partie industrielle, réarmement, ou armement tout court, qui permet de faire en sorte que l'industrie de défense, elle est effectivement privilégiée, elle va privilégier les sociétés européennes et les sociétés des États qui veulent investir, eh bien, cette épargne, elle ira dans la poche des autres. Alors, justement, pour comprendre un petit peu ce qu'il en est en Europe, contrairement à d'autres, en comparaison avec les États-Unis, par exemple, ou la Chine, au niveau de la défense et de la souveraineté, on a, dans le même temps, une autre députée européenne, Sarah Knafo, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui a eu le bon goût, la bonne idée d'acheter le nom de domaine souveraineté-technologique.fr. C'est bien parce que on parle de souveraineté technologique et elle achète un nom de domaine. Ça tire du clin d'œil, mais c'est appréciable pour les nerds comme moi. Et alors justement, elle a pondu un rapport sur la souveraineté technologique et c'est dedans qu'on a quelques recommandations, notamment l'une d'entre elles, faire en sorte que les marchés publics soient un moteur pour la R&D, notamment à tout ce qui est lié à la défense et à l'industrie. Donc là, vous pourrez directement voir, c'est en page 12, c'est le point 2.2, faire de la commande publique l'outil de développement de la souveraineté technologique européenne, en réservant une part des marchés publics aux entreprises européennes. Voilà, donc ce qui est littéralement l'exact opposé de ce qu'on fait en ce moment.
Et là, elle donne des chiffres qui sont vraiment très intéressants et qui font peur. Donc, en Chine, la totalité des marchés publics dans le secteur stratégique bénéficie à des entreprises nationales. La totalité, 100% en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises chinoises qui vont pouvoir bien fournir du matériel à des entreprises et des marchés européens. Hein. On se rappelle récemment le demi-fiasco des antennes 5G fournies par Huawei, où on se demande si ces antennes 5G ne seraient pas au moins en partie capables de retransmettre les communications qu'elles sont censées transmettre entre les téléphones aux partis chinois et à l'armée chinoise et que sais-je encore. Mais c'est le cas. Et donc, on a fini par retirer ces antennes, par sortir de ces marchés-là, en tout cas dans la plupart des pays européens, il me semble. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est que 100% de la commande chinoise pour les secteurs stratégiques va dans des entreprises chinoises. Hein. Je vous dis ça alors qu'aujourd'hui, on a les constructeurs automobiles chinois, par exemple, hein, qui sont en train d'écraser la concurrence européenne, donc notamment la concurrence française et allemande, et également la concurrence américaine. On a même aujourd'hui BYD, la marque de voitures chinoise, qui vient d'annoncer qu'ils arrivaient à faire des batteries rechargeables en 5 minutes. 60% d'autonomie en 5 minutes, qui représente, selon eux, environ 400 km. Donc des batteries électriques qui se rechargent quasiment aussi rapidement que quand on fait le plein d'une voiture thermique. Et évident que ces sociétés-là font partie de conglomérats, font partie de projets de recherche et de R&D, où derrière, à la manœuvre et à la commande, je dis juste, pas juste commande passer les ordres, mais commande aussi en matière de financement, il y a l'État chinois. Aux États-Unis, ce chiffre atteindrait 70%. Hein. Donc, les États-Unis, où fonctionne le turbo-libéralisme, eh bien, waouh, quelle surprise! 70% de la commande publique est réservée à des entreprises américaines, en tout cas pour tout ce qui est des marchés stratégiques. Et en comparaison, on en est où, nous, en Europe? Eh bien, en Europe, dans les membres de l'Union européenne, on est seulement 8 à 12%. C'est-à-dire qu'on est 8 à 12 fois inférieur à la Chine, hein, qui c'est tout ou rien, c'est 100% des secteurs stratégiques vont à des sociétés chinoises. Aux États-Unis, donc on est environ 9 fois inférieur, hein, et donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et donc Sarah Knafo propose ici d'émuler le Buy American Act et le Small Business Act qu'il y a aux États-Unis et qui n'ont toujours pas d'équivalent européen. Ça fait des années qu'on en parle, hein, je sais pas, 5 ans, 10 ans, je sais même plus. Mais alors que même là, on parle d'armement, de défense, d'intérêt stratégique, il n'y a toujours pas consensus là-dessus. Et donc, malheureusement, un des États membres qui fait blocage, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui annonce, en plus de ces 800 milliards annoncés par l'Union européenne, annonce elle-même, je crois que c'est 500 milliards d'investissements industriels, notamment autour de la défense et de l'armement, plus 400 milliards autour des infrastructures. Eh bien, l'Allemagne met son veto à ce Buy European Act, en tout cas pour l'instant, même pour ce qui est de la défense. Donc, encore une fois, lorsqu'on vous annonce qu'on va flécher votre épargne avec ou sans votre accord, qu'on va créer un livret magique qui va prendre votre épargne avec un petit rendement, un rendement petit mais sûr, qui va permettre de vraiment renforcer la souveraineté et la défense de votre pays et de l'Union européenne, méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que là, les chiffres sont terribles, seulement 8 à 12%, c'est vraiment nul. Je pense qu'on peut le dire sans équivoque, c'est absolument nul. Et que tant que cette proposition de Sarah Knafo ne sera pas passée, eh bien, tout ça, ce sera seulement une façon de prendre votre argent pour acheter à l'étranger. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser seulement au livret et puis à son rendement
et à comment il est fléché. Juste dire que ça va vers le réarmement et l'industrie de la défense, c'est pas suffisant. Si jamais vous voulez vraiment vous intéresser à ce sujet-là, il faudra vous assurer avant, effectivement, l'argent que vous allez épargner et que vous allez mettre sur ces produits-là va effectivement servir à financer l'industrie européenne et peut-être même en particulier l'industrie française. Voilà, merci à tous et à bientôt.